chercher le SNDS et d'aller récupérer toutes les données, donc bravo. Avez-vous des questions? J'ai une question très pratique. La réaugmentation du risque à 3-5 ans est-elle liée en partie au fait que les patients sont de moins en moins observants aux supplémentations et aux traitements qu'on peut leur donner? Est-ce que ça peut être un lien? Oui, c'est une des hypothèses, et c'est parfaitement exact ce que tu dis. Hein. On sait que globalement, à 2 ans, plus de 50% des patients sont perdus de vue quand même. Ce qui est assez inquiétant, et s'ils sont perdus de vue, on peut imaginer effectivement que la supplémentation vitamino-calcique et les mesures, notamment sur l'activité physique, ne sont plus respectées. Un des autres problèmes, c'est qu'un certain nombre de patients en fait, se font réopérer. C'est-à-dire des patients qui ont eu un anneau gastrique et qui reviennent parce qu'ils ont repris du poids et qui veulent maintenant une autre chirurgie. Donc autant certains sont perdus de vue et augmentation du risque fracturaire, et il y a aussi des gens qui se font réopérer une deuxième fois. D'autres questions? J'avais une provocation éventuelle. Il y a une littérature très abondante sur les adipokines et sur les hormones issues des adipocytes. Ces patients perdent 40 kg de masse grasse. Et on n'a pas l'impression que cette carence brutale en adipokines soit la cause majeure du problème. Est-ce que ça remet même en question éventuellement la physiopathe et le lien dont on a beaucoup parlé, adipokines et tissus osseux? Non, ce que tu dis est exact. Il y a une littérature très abondante sur le retentissement osseux des adipokines. Comme il y a une perte de poids qui est très conséquente et que le taux des adipokines, la leptine et l'adiponectine notamment, est directement relié à la masse grasse et à la masse pondérale, effectivement, il y a des variations qui sont importantes. Pour autant, dans la littérature, il n'y a pas de données convaincantes à l'heure actuelle montrant un lien entre ces taux des adipokines et la survenue du retentissement osseux. Et personnellement, l'étude que nous avons réalisée, on n'a pas retrouvé d'association entre la variation de ces taux et la variation des marqueurs du remodelage osseux, par exemple. Est-ce qu'un traitement préventif peut diminuer le risque avant bypass? Oui, alors en fait, il y a très peu d'études thérapeutiques, pour ne pas dire aucune. Il y a un protocole publié, mais sans résultat, et il y a une série de cas avec des bisphosphonates où ils montrent qu'on limite la perte osseuse, mais qu'on ne permet pas de l'empêcher complètement. Après, un traitement préventif pourrait se discuter, mais je pense qu'il faut surtout penser au dépistage des patients qui pourraient le mériter, c'est-à-dire les patients les plus à risque avant la réalisation d'une chirurgie qui elle-même est à risque de perte osseuse. Par exemple, un patient qui a déjà fracturé et qui va subir ou bénéficier d'un gastric bypass. Il faut se poser la question de l'envoyer chez le rhumatologue pour faire un dépistage et déterminer si un traitement est nécessaire. Et puis après, il faut discuter de quel traitement. Jérémy? Oui, merci Julien pour cette présentation. Dans la diapositive que tu as partagée avec Bernard, est-ce qu'on pourrait évoquer le rôle de la sarcopénie post-chirurgie bariatrique pour favoriser les fractures? Et je ne sais pas s'il y a une sarcopénie post-chirurgie bariatrique par ailleurs. Si, c'est une bonne question, mais la discussion qu'on a eue vendredi dernier avec le groupe de la HAS, c'est comment définir la sarcopénie chez des patients obèses, parce qu'ils ont une masse totale qui est plus importante, et donc ils ont une masse maigre qui est plus importante, et ils n'ont pas forcément d'altération de la force de préhension. Et comme tu le sais, la définition de la sarcopénie, elle est surtout utilisée chez des patients âgés, et la plupart des patients qui se font opérer, ils ont en moyenne 40 ans. Donc, quelle définition de la sarcopénie chez ces patients? C'est une bonne question, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que globalement, après une chirurgie bariatrique, il y a une perte de poids. La perte de masse musculaire, elle est réelle, mais elle est moins importante en proportion que la masse grasse, et elle est surtout présente au cours des 6 premiers mois. Et ce qui est très important et ce qui est recommandé, c'est d'avoir une activité physique pour limiter la casse, entre guillemets, sur la masse maigre. Et on sait que le fait d'avoir une activité physique régulière avec des activités physiques bien spécifiques en charge, avec un impact sur le sol, permet de limiter la casse en termes de masse osseuse, mais également en termes de masse maigre. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin sur la mesure de la densité osseuse? J'ai vu que demain, il y a un abstract qui a l'air très intéressant sur qu'est-ce que c'est qu'une variation significative chez l'obèse. Donc, dans ton expérience, chez des gens qui ont un EMC à 35, 40, les mettre sur la machine n'est pas simple. Faire de la composition corporelle, c'est pas possible.
parce que sinon on casse le plateau. Est-ce que les variations densitométriques sont fiables en pratique, à l'échelle individuelle, je parle? Oui, alors on peut mettre les patients obèses, les tables, comme tu le sais, de densitométrie le permettent maintenant, jusqu'à au moins 160 kg, donc ça représente quand même une bonne partie des patients. Pour la mesure de densité, pas pour la composition corporelle? Pour la composition corporelle, il y a un certain nombre de patients où globalement tu ne peux pas faire une mesure correcte, mais pour la majorité des patients et de notre expérience, si tu mets un bras en dehors du champ et une jambe éventuellement en dehors du champ, mais en général si tu mets un bras en dehors du champ, comme la machine va dupliquer l'autre bras, tu peux faire une composition corporelle. Donc je dirais qu'on a entre 5 et 10% des patients qui nous sont envoyés, qui sont quand même sélectionnés avant, où tu peux quand même réaliser une composition corporelle correcte. Après, la mesure de la densité minérale osseuse chez ces patients, et c'est l'une des difficultés de déterminer qui doit être dépisté et qui doit être traité, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à retrouver des T-scores qui sont très bas, sauf s'il y a d'autres comorbidités associées chez des patients qui ont également une maladie rénale chronique, par exemple. Mais dans la plupart des cas, tu vas te retrouver avec une densité minérale osseuse normale. C'était ça ta question, hein? Oui, la question était sur la variation. C'est-à-dire justement, elle est normale. On a parlé tout à l'heure de prévention, etc. Je ne parle pas du sujet fracturé. L'obèse qui arrive avec la fracture du bassin, le problème est réglé. Mais l'obèse sans fracture, à qui tu fais une mesure de densité osseuse, est-ce que tu as une raison de la répéter? Et dans ces cas-là, est-ce que la variation peut être mesurée de la même façon que chez le sujet non obèse? Oui, je pense que tu peux tenir compte de la variation de la densité minérale osseuse dans le temps, mais c'est sûr que si tu pars d'un T-score à plus 2,5 au rachis, tu ne vas pas te retrouver avec un patient qui deviendra ostéoporotique à 2 ans. Après, il n'y a pas tellement d'études de suivi chez ces patients, et l'un des autres problèmes, c'est de déterminer si le seuil de T-score auquel le patient obèse fracture est le même que le seuil de T-score chez un patient qui n'est pas obèse. Et en fait, quand tu regardes la littérature, tu n'as pas de réponse à cette question. Tu as des données chez des patients obèses versus avec un IMC considéré comme normal, où effectivement, des fois, tu as au moins 2 déviations standards de différence, mais tu n'as pas de données chez des patients obèses fracturés versus des patients non obèses fracturés également. Parfait. Finalement, tu as dépassé ton temps. Bon. J'ai réussi. Merci, en tout cas, merci beaucoup, Julien. Merci, Christian. On va continuer à décliner ces ostéoporoses secondaires et ces problèmes cliniques en parlant cette fois de la corticothérapie. Donc, c'est Karine Briot qui vient d'un hôpital du sud parisien.